On va sur le Brésil et l'élimination des Brésiliens et on va revenir sur ce que dit la presse brésilienne, Camille. Oui, la tristesse était partout hier soir. D'abord chez les supporters brésiliens, s'ils avaient vibré à l'annonce de Neymar retenu pour le mondial, et bien là c'est un fiasco que tout un pays a vu venir, une triste routine qui ne surprend plus les suiveurs, même s'ils ont espéré, ils y ont cru quand Neymar est entré en jeu, mais on les voit voilà, visage dépité, ils ne reconnaissent plus leur Brésil. Et la presse y va fort aujourd'hui au Globo qui plante le décor. À l'avenir, on se souviendra bien plus de la piètre performance du Brésil que du beau match de la Norvège. Les responsables sont déjà trouvés, les joueurs en premier lieu, et les noms de Bruno Guimaraes, Hendrick et Neymar reviennent très souvent. Les regards se tournent aussi sur Carlo Ancelotti au Estado, qui rappelle d'ailleurs que l'entraîneur le mieux payé de cette Coupe du Monde a échoué lors de son premier test majeur avec l'équipe nationale brésilienne. On rappelle que Carlo Ancelotti a déjà prolongé jusqu'en 2030. À Folao, le quotidien de Sao Paulo, on garde un peu d'espoir. L'improvisation n'a pas fonctionné. Maintenant, Ancelotti a 4 ans pour bâtir une équipe. D'ailleurs, c'était un petit peu le discours du technicien italien tout de suite après cette élimination. Quand un moment comme celui-ci arrive, tu dois penser qu'une défaite est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle saison. Nous devons continuer à travailler, à progresser, à trouver de nouvelles idées. Je crois que ce n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau cycle, cette défaite. Non è la fine, è un principio del nuovo ciclo. Mais du côté des joueurs, le séisme était bien plus important. En témoigne cette déclaration de Casimiro qui ne masquait pas son émotion. C'est difficile. Je veux seulement être avec ma famille. On a fait de notre mieux, mais on a perdu notre rêve. Nous avons déçu tous les Brésiliens. Nous serons toujours la génération qui n'a pas remporté la Coupe du Monde. Une déception si forte pour Neymar, en larmes, consolé par ses coéquipiers. Le numéro 10 de la Seleção qui a fait ses adieux. J'ai essayé, redit-il. Maintenant, c'est fini. J'ai commencé ici, j'ai fini ici. Un nouvel échec qui laissera très certainement des traces. Ouais, on va en parler, on va vous demander si pour vous c'est la fin du mythe brésilien, bien sûr, mais on va aller au Brésil justement retrouver Eric Frosio. Eric Frosio, dans un cadre compliqué également, vous le voyez, le pauvre, il est sur la plage d'Ipanema, voilà, hein, c'est dur Eric, hein, on sent, voilà, on a de quoi se consoler quand même au Brésil, hein, j'ai l'impression, on a de quoi se consoler. Camille vient de nous montrer les images de tristesse tout d'abord, racontez-nous un petit peu l'ambiance là autour de vous, et est-ce que le Brésil justement sent qu'il a perdu l'aura qu'il avait dans le monde du foot? Écoutez, oui, de la tristesse, mais c'est pas non plus le désastre qu'on aurait pu imaginer et qu'on a déjà vécu ici, notamment il y a 4 ans, quand pour le coup il y avait une vraie équipe et il y avait des vraies ambitions. Là, on sentait venir, franchement, dès le premier match contre le Maroc, où le Brésil a eu vraiment beaucoup de difficultés dès la première mi-temps, contre le Japon aussi, dès les 16e de finale. Ils sont pas passés loin de la catastrophe, donc même si les Brésiliens sont des éternels optimistes, ils sentaient bien qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir à tirer de cette équipe qui a été mal ficelée, qui a été mal sélectionnée aussi à cause de choix un peu douteux de Carlo Ancelotti. Donc voilà, tout ça a fait qu'il y a une déception évidemment, il y a de la tristesse parce que c'est la 6e fois d'affilée que la sélection se fait éliminer par une équipe européenne. Mais cette fois-ci, elle est presque tombée sans lutter, quoi, quelque part. Donc c'est de la déception, de la tristesse aussi, parce qu'on réalise que le Brésil n'est plus ce qu'il était, que le Brésil ne peut plus offrir et que le Brésil a perdu un peu son identité, son ADN aussi, quoi. C'est ça qui est le plus décevant, puisque hier, vous l'avez vu aussi, la Norvège a eu plus de 70% de possession de balles. Le Brésil a joué la contre-attaque, c'est pas du tout dans l'esprit et dans l'identité de jeu de cette équipe, de cette population. Donc c'est ça qui est le plus triste quelque part, c'est d'avoir non seulement été éliminé, mais d'avoir perdu son identité. Alors, vous restez avec nous, Eric, je vais revenir vers vous parce qu'on a plein de questions à vous poser. On va faire rapidement un petit tour de table, mais voir, voilà, vous, ce que vous en pensez, Benoît, sur ce mythe brésilien. Ça y est, c'est terminé? Non, c'est pas terminé. Moi, j'oublie pas le Brésil 94, même 98, s'ils perdent contre la France 2002. Oui, mais ça remonte. Oui, mais ça remonte, mais aujourd'hui, on n'oublie pas, malgré tout. Je pense que clairement, aujourd'hui, c'est acté, c'est une fin de cycle. Voilà, ça a été retardé par l'arrivée d'Ancelotti, où on pensait qu'il allait faire des miracles. On a vu un petit peu la patte Ancelotti durant cette Coupe du Monde.
un jeu pas flamboyant, mais tactiquement bien en place. Un Vinicius qui a essayé tant bien que mal de prendre le lead de cette équipe. On a vu qu'hier soir, le costume était un peu trop large pour lui. Mais il y a eu beaucoup de choses sur cette désillusion du Brésil. La sélection de Neymar, j'ai été quand même assez surpris de l'engouement des Brésiliens lorsque Neymar a été annoncé par la sélection. Il arrive blessé, forcément diminué sur les rentrées. Il est diminué physiquement depuis quasiment quelques années, Neymar, au détriment aussi d'un João Pedro qui a fait une excellente saison du côté de Chelsea. Le fait aussi que Rafinha était blessé a permis aussi aux autres équipes de faire beaucoup mieux. Mais juste pour terminer et faire court, je pense que la fédération brésilienne doit se remettre en question, notamment sur la formation des jeunes joueurs, parce que chaque année, on avait des cracks brésiliens qui sortaient, et là, on en a de moins en moins. Alors, je suis désolé, on est un peu pressé par le temps, mais justement, je voulais voir Eric, voir si... Déjà, on en parle, parce qu'en Italie, par exemple, après la non-qualification, ça y est, c'était le remue-ménage. On a tout remis en question, notamment sur la structure même du football italien. Est-ce que c'est le cas au Brésil? Est-ce qu'on remet en question, justement, la fédération? Est-ce que c'est seulement Carlo Ancelotti? Est-ce que Carlo Ancelotti peut partir, ou comme il a re-signé, de toute façon, il va rester? Voilà, quelles vont être les conséquences, on va dire, de cette élimination? Les conséquences, elles vont être assez multiples, mais en tout cas, en ce qui concerne Ancelotti, non, il ne va pas du tout partir. Il a signé un contrat juteux pour 4 ans supplémentaires, donc il va rester. Il va peut-être aussi s'habituer à cette nouvelle fonction, parce que c'est tout nouveau pour lui. C'est aussi un nouveau continent, un nouveau pays, des nouvelles habitudes, des nouveaux joueurs à découvrir. Mais moi, je crois que c'est surtout les clubs, au-delà de la CBF, c'est tous les clubs qui doivent se remettre en question. Moi, je l'ai vu, je parle aussi avec des anciens joueurs qui constatent ça, quoi. C'est dans les clubs, dans les clubs professionnels, ils forment des joueurs qui sont destinés à être vendus en Europe. Donc c'est des joueurs qui sont pas du tout, qui n'ont pas le profil du Brésilien classique, du Brésilien, je sais pas moi, numéro 10, numéro 9 des années 80-90. Et on essaye de vendre les joueurs le plus tôt possible, le plus rapidement possible pour faire de l'argent, pour faire tourner la machine, au détriment de l'essence, de l'ADN brésilienne. Et c'est ça qui est déplorable. Donc c'est plutôt aux formateurs d'arrêter de penser aux résultats immédiats et d'encourager le dribble, la gingue, enfin tout ce qui faisait la magie du footballeur brésilien. Elle est en train de se perdre. Aujourd'hui, il y a plus de dribbleurs en équipe de France, des Olysée, des Dembélé, des Mbappé qu'en équipe du Brésil. Donc c'est pas du tout compréhensible, et c'est ça qui scandalise les Brésiliens. Donc je ne sais pas si la CBF va intervenir et va faire quelque chose, mais les Brésiliens, eux, ils en ont marre et ils ont envie de retrouver ce qui faisait leur force. Ils ont envie de retrouver les gestes et la magie des Garrincha, Pelé, Zico et compagnie. Et Candice, vous avez bossé, vous, sur les compos du Brésil, celle de maintenant et celle du futur. Bien sûr, avec Tom Tricheron, on s'est penché sur la composition du Brésil d'hier. Donc face à la Norvège, on a noté les âges et les clubs. Ces âges, eh bien, ils sont 5 trentenaires, tous attachés à la tâche défensive. Donc parfois peut-être un peu lents, mais surtout pas tous à leur meilleur niveau. La star, évidemment, Vinicius devant, mais ça manque effectivement derrière un peu de noms, un peu plus de stars, quoi, tout simplement. Un espoir avec Ryan, mais finalement peu de perspectives de progression. On rappelle malgré tout la blessure de Rafinha qui était censé revenir un peu plus tard dans la compétition, et l'absence de Rodrigo, ça pèse évidemment. Alors maintenant que le Brésil est éliminé, qu'est-ce qu'il va se passer désormais? On s'est un peu penché, on s'est dit qui pour redresser la Seleção. Alors on a imaginé l'équipe de demain avec 7 changements potentiels. Dans les cages, Alisson a 33 ans, il n'y a pas vraiment de concurrents, les deux suivants sont des trentenaires aussi, donc on peut peut-être le laisser. La défense avec Wesley, le joueur de la Roma, 22 ans, titulaire en club, une charnière qui pourrait changer. Militao, on garde Gabriel évidemment, et puis sur le côté, Kayki, futur joueur de com, plutôt que Douglas Santos du Zénith. On n'oublie pas Beraldo aussi, qui pourrait s'imposer, mais il faudrait vraiment s'imposer derrière ou au milieu, pourquoi pas. Le milieu, justement, sur les côtés, on retrouve les absents, Rodrigo, Rafinha, qui ferait évidemment beaucoup de bien. Dans l'axe, André Santos de Chelsea, qui pourrait faire le match avec Paqueta pour accompagner l'indéboulonnable Guimarães. Et puis devant, Vinicius, autre évidence, aux côtés d'Hendrick. Et oui, l'ex-futur crack qui a mérité que l'on lui donne enfin sa chance sur la durée, João Pedro de Chelsea, et lui aussi une alternative. Karim, vous y croyez au retour du Brésil au premier plan, avec la compo qu'on voit là? Non, et à la question, enfin c'est même pas une question, vous dites la fin d'un mythe, vous êtes affirmatif, mais moi j'y crois ça, parce que
On évoquait l'Italie, on évoque l'Allemagne, les pays qui ont gagné le plus de fois cette Coupe du Monde. Il y a un creux de génération. Il y a un creux générationnel, on le voit d'ailleurs, quasiment que des trentenaires, versus d'autres nations qui ont des joueurs de 25, 24, qui sont dans la force de l'âge, des ballons d'or potentiels. Combien il y a de ballons d'or potentiels dans cette liste, à part peut-être Rafinha, qui était blessé là, mais qui pourrait briguer un ballon d'or. Vinicius, c'est plus vraiment le cas maintenant, il est même plus la star du Real Madrid. En fait, le problème du Brésil, contrairement aux années précédentes, déjà le niveau en Europe, et on le voit sur cette Coupe du Monde, est 2 fois plus important que par le passé. On voit des nations comme hier la Norvège ou d'autres nations européennes qui ont un niveau aujourd'hui parce que leurs meilleurs joueurs sont dans les meilleurs clubs européens et notamment en Première Ligue parce qu'il y a beaucoup d'argent. Au Brésil, dès que vous avez un bon joueur, il quitte le pays très vite. Ce qui n'était pas le cas avant. On attendait que le joueur, je ne dis pas arrive à maturité, mais que le joueur ait... j'enlève Ronaldo, le Brésilien. Non, mais il jouait chez les seniors avant de partir. Voilà, il commençait à faire quelques matchs d'abord en première division brésilienne et après, le joueur partait en Europe dans un très bon club. Là, aujourd'hui, Reda Hendrick, il est parti très jeune au Real Madrid. Il n'a même pas joué et on a dû le prêter en Ligue 1 à Lyon. Et il n'a que 19 ans. En fait, si vous faites venir vos meilleurs joueurs tout de suite en Europe pour subir la concurrence de joueurs qui sont déjà établis, qui ont été formés dans les meilleurs centres de formation français ou européens, il y a un problème pour ces joueurs-là. Donc honnêtement, le creux est très grand et le Brésil va avoir du mal à le combler parce que le niveau en Europe a augmenté ces dernières années. Ça ne fait plus rêver. Le Brésil ne fait plus rêver, Olivier. Il n'y a plus de joueurs qui vous fassent rêver aujourd'hui dans cette équipe de Brésil. Si, moi j'aime bien Hendrix. Il vous fait rêver, Hendrix. Satisfaction, m'apporte du plaisir. Malheureusement, il n'a pas été adroit hier dans le face-à-face qu'il a avec le gardien norvégien. Mais c'est un joueur qui... Vous l'appelez comment? Hendrix. Oui, comme Jimmy. Comme Jimmy, quoi. C'est votre génération. C'est pas grave. Jimmy Hendrix. C'est pas le souci. Tout le monde J'ai a déjà fait la même, Olivier, ne t'inquiète pas. Mais moi, je suis serein, tu sais. Je sais très bien. S'il me reprend pas, je continue comme ça. C'est pas un souci. C'est pour ça que je vous reprends. Non, le problème numéro 1, c'est l'adaptation des joueurs brésiliens au changement du football. C'est tout. C'est que vous avez des joueurs qui sont certainement doués, pas comme désirés, mais qui sont moins doués que nos joueurs français, par exemple. Il n'y a plus de talent pur qui, peut-être, sort du Brésil. Ensuite, effectivement, et Karim l'a bien expliqué, il y a les joueurs qui s'en vont directement. Mais un joueur comme Hendrix, revenons sur lui, qui est bon, qui a quelque chose de supérieur. Alors, c'est vrai que son adaptation a été compliquée. Rappelez-vous de Vinicius. Vinicius, ça s'est pas fait tout de suite quand il était au Real. En plus, il a été blessé, il est revenu, etc. Donc ça se passe. Vous avez un joueur comme Fati qui était à Barcelone. Mais il est espagnol. Ah non, il est espagnol. Allez, hop, top, vous avez tout perdu. Émilie pour finir. Je sais pas pourquoi. Émilie pour finir. Tiens, Fati doit Dembélé. C'est vrai, Dembélé. Rappelez-vous Dembélé. Parti très vite. C'était même pas un jeu. Ouais, c'est même pas un jeu. Ouais. Vous avez raison. Et là, je pars sur Fati. Pourquoi non? Je sais pas. Exceptionnel. Pourquoi Fati? Comment conclure le... Goretzka, quand même. Ouais, Ce Brésilien. le football, il a changé, le Brésil, il a changé. Moi, je retiens juste la dramaturgie de la fin. Le Brésil s'en va sur un penalty marqué par Neymar, qui après clôture sa carrière. Enfin, c'est sa retraite. Il a été détestable hier. Dans ce qu'il a fait. Qu'importe. Mais non, Qu'importe. franchement, Non, faire ce qu'il mais- a fait là hier, aller chambrer le gardien. Mais c'est le nerf. il y avait du trash talk avant. Et en même temps, je trouve que tous ces éléments confirment ce que Ancelotti disait, c'est la fin d'un cycle. Et je trouve que partir sur un penalty de Neymar qui prend sa retraite, c'est exactement ce qu'on... Malheureusement, on l'attendait en fait. Vous avez versé votre petite larme hier. Ah moi, Votre petite larme. J'ai les boules pour lui en fait. Ah ouais. Bah ouais. J'attendais à ce que on sait que c'est quelqu'un qui est plein d'émotions et qu'il arrive au moins à avoir le geste qui allait nous faire rêver pendant la Coupe du Monde. Il l'a pas eu. Allez, on passe à l'immanquable Coupe du Monde. C'est parti. Et on reste sur le sujet, parce qu'on a beaucoup parlé du Brésil, mais voilà, la Norvège a créé la sensation et se retrouve en quart de finale. N'oublions pas les Norvégiens. Erling Haaland, double buteur qui met le Brésil à terre à lui tout seul. Le penalty inscrit par Neymar, Émilie en a parlé, qui n'a rien changé. Et la Norvège qui est en quart. Et puis là, on va vibrer un petit peu. C'est tout un pays qui a exulté.
Et le sourire d'Haaland après ses buts, après le coup de sifflet final, il n'en revenait pas. Ça restera une des images fortes. Et on a eu le même en zone mixte. Et tendez bien l'oreille, il est toujours aussi déroutant, Erling Haaland. Je pense que la manière dont nous avons joué montre que la Norvège est une équipe fantastique et que nous sommes en réalité l'une des meilleures équipes d'Europe et du monde. Ce que nous avons accompli est incroyable et cela a pris 28 ans. C'est beaucoup de temps, mais bon, j'ai 25 ans donc on ne peut pas vraiment m'en vouloir pour ça. Il est quand même très très bon dans cette interview. Jusqu'où ira la Norvège? On a le sentiment qu'il dégage le même plaisir que nos Bleus un petit peu à jouer tous ensemble. Ah oui, Benoît, la Norvège, vous en faites un candidat sérieux au dernier carré, à la finale ou autre ou pas? C'est de plus en plus sérieux. Au début, on n'aurait pas mis un copec sur eux sur ce début de Coupe du Monde. Et puis finalement, on sent qu'il y a des joueurs qui commencent à prendre les responsabilités, notamment Odegaard, notamment Haaland. Et puis aussi l'entraîneur. L'entraîneur qui, n'oublions pas, hier à la mi-temps, a sorti ses deux ailiers, Sorloth et Moussa. C'est clairement un choix tactique osé. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même sûrs de leur force, de leur banc et de leur groupe. Et puis, alors, ils sont poussés, Olivier, on sent quand même cette Norvège. On voit le show dans les tribunes avec les supporters, là, on voit l'émotion incroyable. Enfin, ils attendent ça. C'est l'exploit de leur vie, de tout un pays. C'est fantastique. Je trouve que c'est l'exploit, c'est extraordinaire, parce que moi, je peux vous assurer sincèrement que hier, tout au long de la première période, mais je me suis dit, il y a un problème. Cette équipe, elle n'avançait pas. À part le but marqué par, je ne sais plus lequel, mais sur le centre de Sorloth, et qui avait une position de hors-jeu, c'était pratiquement la seule occasion de la Norvège en première période. Ils étaient arrêtés, c'était lent, etc. L'entraîneur, c'est un coup de génie quand même, quand il sort ces deux joueurs. C'est extraordinaire ce qu'il fait, parce qu'effectivement, Moussa, il est facile dans son jeu, c'est toujours la même chose qu'il fait. Il n'a pas été dangereux. Sorloth sur l'autre côté. À part un peu, il joue à droite, c'est pas forcément ça. Je suis d'accord, mais un peu dans l'engagement athlétique, mais c'est tout. Mais c'est génial ce qu'il a fait. Et puis après, il y a quand même un joueur qui est quand même absolument extraordinaire dans les 16,50 m, c'est quand même Haaland. Parce que quand tu regardes son premier but, vous trouvez la façon, non mais ce qu'il faut regarder, c'est la façon, son déplacement, la façon dont il s'engage, dont il passe devant le défenseur pour mettre ce coup de boule. Et sur le deuxième, la façon dont il prend le ballon, la frappe croisée, elle est faite simplement, elle est belle entre les jambes du défenseur. Et ensuite, il y a un engagement, il y a une qualité technique qui est quand même absolument. Alors qu'il touche quasiment pas la balle du match en plus. Il voit pas la. C'est clair. Et là, sa première minute, c'est incroyable. Il n'a même pas touché une fois le ballon. C'est exceptionnel. Mais après, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Peut-être une finale France-Norvège, on ne sait pas.